Le vent hurlait à travers les pins comme une bête blessée, annonçant l'arrivée d'une nouvelle tempête violente. Samuel Hawkins serra son manteau en peau de bison autour de ses épaules et plissa les yeux pour voir à travers la neige tourbillonnante. Son cheval, un robuste Mustang des montagnes nommé Buck, descendait prudemment la pente dangereuse, la glace craquante sous ses sabots. Depuis 12 ans, Samuel avait fait de ces montagnes son foyer. Les pics déchiquetés des Rocheuses du Colorado s'élevaient autour de lui comme d'anciennes sentinelles, leurs sommets enneigés perdus dans la furie grise de la tempête de neige qui approchait. À 32 ans, il avait passé plus d'un tiers de sa vie dans cette nature sauvage, troquant les complexités de la civilisation contre la dure simplicité de la survie. Ses mains, marquées et burinées par des années passées à poser des pièges et à dépecer du gibier, agrippaient les rênes avec une aisance acquise par l'habitude. Les sacoches en cuir derrière lui étaient remplies de peaux de castor et de loup, le butin d'un mois de trapage qui lui permettrait d'acheter suffisamment de sel, de munitions et de farine pour passer le pire de l'hiver. S'il parvenait à atteindre Pine Ridge avant que la tempête ne batte son plein, la ville apparaissait à travers la neige comme un mirage. Un groupe de bâtiments rudimentaires se blottissait contre le flanc de la montagne. La fumée s'élevait des cheminées pour être instantanément emportée par le vent. Samuel n'avait pas prévu de s'arrêter ici. Pine Ridge n'était pas son comptoir commercial habituel. C'était Clear Creek, à une journée de cheval plus au nord. Mais Buck boitait de la patte avant gauche et la tempête approchait à grands pas. Il guida son cheval dans la rue principale, passa devant le magasin général aux vitres givrées, puis devant le saloon, où la lumière jaune des lampes se répandait sur le trottoir en bois. La ville semblait inhabituellement calme pour une fin d'après-midi. Puis il l'entendit. Le son lointain d'un violon porté par le vent. La petite église au bout de la rue était illuminée. Des chevaux et des chariots s'y pressaient. Leurs propriétaires ne semblaient pas préoccupés par la tempête qui approchait. Samuel fronça les sourcils. À première vue, il s'agissait d'un mariage. Par un temps pareil, les gens devaient être soit très amoureux, soit très pressés. Il mit pied à terre devant l'écurie, ses bottes crissant dans la neige fraîche. Le garçon d'écurie, un jeune homme de 14 ans environ, couvert de taches de rousseur, sortit en se frottant les mains. « Bonjour, monsieur. La tempête s'annonce violente. » « En effet, » répondit Samuel d'une voix rauque à force de ne pas parler. Il pouvait passer des jours dans les montagnes sans adresser la parole à personne, sauf à Buck. « Il faut soigner mon cheval. Il a peut-être une pierre dans le sabot d'avant-gauche. » Le garçon acquiesça, observant l'apparence sauvage de Samuel. La barbe emmêlée, le bonnet en peau de loup, le fusil en bandoulière. Les montagnards étaient rares de nos jours, même à Pine Ridge. « Il y a un mariage à l'église, » dit le garçon en prenant les rênes de Buck. « Monsieur Morrison épouse cette femme venue de l'Est. Elle est belle comme un halo, dit-on. » Samuel grogna sans s'engager. Il ne s'intéressait pas au commérage de la ville, ni au mariage mondain. Son souci était la tempête et trouver un abri pour la nuit. L'auberge se trouvait en face de l'église, et il s'y dirigea, ses mocassins silencieux sur la promenade malgré sa grande carrure. La salle commune de l'auberge était presque vide. La plupart des habitants de la ville semblaient être au mariage. Samuel s'approcha du comptoir où un homme mince à lunettes était assis en train de lire le journal. « Vous avez une chambre pour la nuit ?» demanda Samuel en posant $1 en argent sur le comptoir. Le réceptionniste leva les yeux et ajusta ses lunettes. « Bien sûr, monsieur, mais vous aurez peut-être du mal à dormir avec toute votre agitation. Toute la ville est à l'église. Monsieur Morrison est un citoyen très en vue. » Samuel prit la clé qui lui était tendue sans faire de commentaire. Il n'avait aucune intention de se joindre à la fête. Un repas chaud, un lit douillet, et il serait parti à l'aube, qu'il y ait de la tempête ou non. Mais alors qu'il se retournait pour monter à l'étage, les portes de l'église s'ouvrirent brusquement. De la musique et des rires se répandirent dans la soirée enneigée, et les invités du mariage commencèrent à sortir. Samuel s'arrêta malgré lui, regardant depuis la fenêtre de l'auberge. Le marié arriva le premier, un homme corpulent d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume noir qui tendait sur ses larges épaules. Son visage était rouge, à cause du froid ou de l'alcool. Samuel ne savait pas. Il avait l'air d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, avec ses petits yeux calculateurs et ses mains épaisses qui serraient possessivement le bras de sa nouvelle épouse. Puis Samuel la vit. Elle sortit de l'église telle une apparition vêtue de blanc.
Sa robe simple en coton contrastait fortement avec le cadre rude de la frontière, contrairement aux robes élaborées dont il se souvenait de sa jeunesse dans le Missouri. La sienne était simple mais élégante, adaptée à un mariage à la frontière. Ses cheveux noirs étaient relevés sous un voile modeste, et lorsqu'elle leva le visage pour regarder la neige tourbillonnante, le cœur de Samuel s'arrêta, même de l'autre côté de la rue, même à travers le voile et le crépuscule naissant. Il pouvait voir clairement ses traits, la courbe délicate de sa mâchoire, la façon dont elle tenait ses épaules, l'inclinaison particulière de sa tête lorsque quelque chose attirait son attention. Tout cela lui était douloureusement familier. Elle se retourna, sentant peut-être son regard, et regarda directement la fenêtre de l'auberge où il se tenait. Ses yeux s'écarquillèrent et ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise. Le temps sembla s'arrêter, la foule en liesse s'estompa jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'eux deux dans cet instant figé. Puis elle bougea, Calénéon, malgré la poigne ferme de son nouveau mari sur son bras, malgré la foule qui les pressait, elle se libéra et marcha droit vers l'auberge. Sa robe blanche traînait dans la neige, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Samuel. Il se surprit à bouger lui aussi, attiré par quelque chose de plus fort que la raison. Il poussa la porte et se tint sur le seuil alors qu'elle s'approchait. De près, il pouvait voir à quel point elle était devenue belle. Ce n'était plus la jolie enfant dont il se souvenait, mais une femme d'environ 25 ans, dotée d'une élégance qui semblait déplacée dans cette ville minière rude. Elle s'arrêta juste devant lui, assez près pour qu'il puisse voir les reflets dorés dans ses yeux verts. Assez près pour sentir le léger parfum de lavande qui s'accrochait à elle malgré le vent froid. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder. Puis elle parla, d'une voix douce mais claire malgré le vent. « Tu me reconnais, homme des montagnes? J'étais ta voisine quand tu étais enfant. » Ces mots frappèrent Samuel comme un coup physique. Elizabeth, Libby Turner, qui vivait dans la ferme voisine de celle de sa famille dans le Missouri. Libby qui l'avait aidé à attraper des lucioles dans des bocaux en verre et à pêcher dans le ruisseau à la recherche de pointes de flèches. Libby, dont la famille avait disparu une nuit terrible lorsque leur grange avait brûlé, emportant son père avec elle. Libby. Sa voix sortit, incertaine. Elle sourit alors avec une expression triste et douce qui lui brisa presque le cœur. Personne ne m'a appelé ainsi depuis des années. C'est Elizabeth maintenant. Elizabeth Morrison. Il y a environ 10 minutes, derrière elle, les invités du mariage avaient remarqué son absence. Le marié, Morrison, se frayait un chemin parmi les invités, le visage assombri par la colère. « Tu es parti, » dit Samuel bêtement, incapable de formuler des pensées plus cohérentes. « Après l'incendie, vous êtes tous partis. Nous avons dû le faire. Mère ne supportait pas de rester, et oncle Théodore nous a proposé de nous héberger à Philadelphie. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à son mari qui s'approchait. « Je me suis toujours demandé ce que tu étais devenu, Samuel. Quand j'ai entendu parler d'un montagnard qui faisait du commerce dans la région, quelque chose m'a donné de l'espoir. » La voix d'Elizabeth Morrison résonna dans la rue. « Mais qu'est-ce que tu fais? » Elle tressaillit mais ne se retourna pas. Au lieu de cela, elle tendit la main et toucha celle de Samuel posée sur le cadre de la porte. Ses doigts s'étaient glacés. « Je suis heureuse de t'avoir revu, » murmura-t-elle. « Je suis heureuse de savoir que tu es en vie. » Puis Morrison arriva, lui saisit brutalement le bras et l'attira en arrière. « Excusez ma femme, » dit-il à Samuel, bien que son ton ne suggérait aucune excuse. « Elle est épuisée par les festivités. » L'instinct de Samuel lui criait d'intervenir, de l'éloigner de cet homme dont la poigne laissait des marques blanches sur sa peau. Mais il connaissait les règles de la civilisation, même dans une ville frontalière. Elle était mariée maintenant. Elle appartenait à un autre. « Je vous prie de m'excuser, » dit Elizabeth d'un ton formel, se laissant entraîner. Mais ses yeux restèrent fixés sur le visage de Samuel, et il y lut quelque chose qui lui serra le cœur. Une supplication peut-être, ou un adieu, ou simplement l'écho de ce qui aurait pu être. Le cortège nuptial poursuivit son chemin, se dirigeant vers la grande maison de Morrison à la lisière de la ville. Samuel resta debout sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la neige tourbillonnante. Son esprit était en ébullition. Libby Turner, ici, parmi tous les endroits possibles, mariée à cette brute de Morrison. Il retourna à l'intérieur et monta les escaliers jusqu'à sa chambre, mais il savait qu'il serait impossible de dormir. Dehors,
La tempête faisait rage, faisant vibrer les fenêtres et hurlant à travers les interstices des murs. Mais Samuel ne s'en rendait guère compte. Il ne pensait qu'à une soirée d'été, 20 ans auparavant, où un garçon et une fille s'étaient assis près d'un ruisseau et s'étaient promis d'être amis pour toujours. Ce souvenir lui faisait plus mal que toutes les blessures que la nature sauvage lui avait infligées. Samuel était assis sur le bord du lit étroit, la tête entre les mains. La lampe vacillait dans la pièce pleine de courants d'air, projetant des ombres dansantes sur les murs rugueux en hunide. Elizabeth, après toutes ces années, Elizabeth Turner se tenait devant lui dans une robe de mariée, mariée à un autre homme. Les souvenirs lui revinrent avec une force qui le laissa sans souffle. Il avait de nouveau 12 ans, courant pieds nus dans les hautes herbes avec Libby sur ses talons, son rire résonnant à travers les champs du Missouri. Ils avaient été inséparables cet été-là, construisant des forts dans la cour, ou en attrapant des têtards dans l'étang, partageant leurs rêves sous le vaste ciel de la prairie. Il se souvenait du jour où elle était tombée du pommier, s'écorchant gravement le genou. Il l'avait portée sur son dos jusqu'à la maison, ses bras serrés autour de son cou, ses larmes mouillant sa chemise. Sa mère avait nettoyé la blessure tandis que Libby lui serrait la main. Ensuite, il s'était assis sous le porche pour manger des biscuits au gingembre, en regardant les lucioles apparaître dans le crépuscule naissant. Quand je serai grande, avait-elle dit, je vais épouser quelqu'un d'aussi courageux que toi, Samuel. Il avait ri, embarrassé. C'est ridicule, Libby. Ce n'est pas ridicule. Tu verras. Mais ils n'eurent jamais l'occasion de grandir ensemble. 2 semaines plus tard, la grange des Turner prit feu au milieu de la nuit. Samuel se réveilla à la lueur orange sur le mur de sa chambre et au bruit des cris de son père. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme des Turner, la grange était en proie aux flammes. Monsieur Turner s'était précipité à l'intérieur pour sauver les chevaux et n'en était jamais ressorti. Le lendemain matin, Madame Turner et ses enfants avaient disparu. Une note griffonnée à la hâte expliquait qu'ils étaient partis vivre chez des parents dans l'Est. Pas d'adresse, pas d'adieu, juste une ferme vide et les ruines noircies d'une grange. Samuel se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce, incapable de chasser de son esprit l'image du visage d'Elizabeth lorsque Morrison l'avait saisi par le bras. Il y avait de la peur dans ses yeux. Il en était sûr, ce n'était pas seulement la surprise de le voir, mais une véritable peur de son nouveau mari. Il connaissait Morrison de réputation. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, James Morrison était propriétaire de la plus grande entreprise de transport de marchandises du territoire et avait des contrats pour approvisionner les camps miniers disséminés dans les montagnes. Il était connu pour être un homme d'affaires impitoyable qui écrasait ses concurrents sans pitié. Il y avait aussi des rumeurs plus sombres, des histoires de chauffeurs de camions disparus qu'il avait contrariés, de chercheurs d'or retrouvés morts sur des terres convoitées par Morrison. Pourquoi Elizabeth avait-elle épousé un tel homme? La jeune fille qu'il avait connue était douce et gentille, toujours prête à secourir les oiseaux blessés et à se lier d'amitié avec les chats errants. Elle avait pleuré pendant 1 semaine lorsque son agneau préféré avait été abattu pour le repas de Pâques. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Samuel ouvrit et trouva le garçon d'écurie de tout à l'heure, couvert de neige. « Désolé de vous déranger, monsieur, mais vos chevaux se sont bien adaptés. J'ai trouvé une pierre coincée dans son sabot, comme vous le pensiez. Il devrait être en forme demain matin. » Samuel tendit une pièce au garçon. « Vous étiez au mariage. » Le garçon acquiesça avec enthousiasme. Tout le monde y était, sauf ceux qui devaient travailler. C'était tout un événement. M. Morrison avait fait venir de la nourriture de Denver et tout le reste. « La mariée, elle est d'ici? » »« Non, monsieur. Elle est arrivée en diligence il y a environ 2 mois, en provenance de Philadelphie. On dit qu'elle et sa mère séjournaient à la pension de Mme Petton. » Le visage du garçon s'assombrit. Sa mère est tombée malade et est décédée la semaine dernière. Une pneumonie. C'est sans doute pour cela que le mariage a été si précipité. M. Morrison a proposé de s'occuper de tout. Le cœur de Samuel se serra. Elizabeth était donc seule, récemment orpheline, probablement sans le sou. Morrison avait fondu sur elle comme un vautour, lui offrant la sécurité en échange de quoi? Une jeune et belle épouse pour se vanter d'avoir une femme orientale raffinée qui lui donnerait de la respectabilité. Était-elle
Mademoiselle Turner semblait-elle heureuse de ce mariage? Le garçon se tortilla, mal à l'aise. Eh bien, c'est une dame, n'est-ce pas? Elles ne montrent pas beaucoup leurs sentiments, mais il jeta un coup d'œil autour de lui, comme si Morrison pouvait l'entendre. Ma mère dit que c'est une honte. Une jeune fille si douce mariée à un homme comme ça. Ma mère fait la lessive pour la maison Morrison, et elle dit qu'il a un terrible caractère quand il boit. Après le départ du garçon, Samuel ne pouvait plus rester en place. Il enfila son manteau et descendit. La tempête s'était aggravée, mais il avait besoin d'air, besoin de bouger. Le saloon de l'autre côté de la rue l'attirait avec sa chaleur et sa lumière. À l'intérieur, la fête de mariage s'était prolongée depuis l'église. Les hommes étaient alignés au bar, trinquant à la bonne fortune de Morrison avec leurs verres levés. Samuel trouva une table dans un coin et commanda un whisky, gardant son chapeau baissé sur ses yeux. Quelqu'un cria à Morrison que sa nouvelle épouse lui donne des fils robustes et qu'elle survive à l'épreuve. Un autre homme ajouta avec un rire grossier, « Sa première femme n'a pas tenu 2 hivers. » Samuel serra son verre dans sa main. Morrison avait déjà été marié. 2 hommes à la table voisine étaient plongés dans une conversation, leur voix portant malgré le bruit. « Elle est mignonne, dit l'un d'eux. Elle a l'air raffinée, pas comme les femmes d'ici. C'est ce que Morrison voulait, répondit son compagnon. Quelqu'un qui lui donne de la classe. Il a des ambitions politiques. Tu sais, il veut se présenter au poste de gouverneur territorial quand nous deviendrons un État. Eh bien, elle fera bonne figure à ses côtés lors des événements de campagne, si elle tient le coup jusque-là. Que veux-tu dire? L'homme baissa la voix, mais les oreilles exercées de Samuel captèrent chaque mot. Tu n'as pas entendu parler de sa première femme, Margaret? Elle a fait une chute dans les escaliers un soir. Elle s'est brisé le cou. Morrison jouait aux cartes au saloon quand c'est arrivé. De nombreux témoins peuvent attester qu'il n'était pas à la maison. Les accidents, ça arrive. Bien sûr. Mais le plus étrange, c'est que le médecin a dit qu'elle avait des ecchymoses qui ne correspondaient pas à la chute. Des ecchymoses anciennes pour la plupart. Morrison a payé pour de très belles funérailles et personne n'a posé de questions. Samuel a fini son whisky et est parti, incapable d'en supporter davantage. Dehors, le vent l'a frappé comme une agression physique, lui projetant de la neige au visage. Il s'est tenu dans la rue, regardant vers la maison des Morrison, où les lumières brillaient aux fenêtres. Quelque part là-dedans, Elizabeth commençait sa nuit de noces avec un homme qui avait peut-être tué sa première femme. Cette pensée le tourmentait alors qu'il retournait à l'auberge. Dans sa chambre, il essaya de se raisonner. Cela ne le regardait pas. Elle avait fait son choix. Il n'avait aucun droit sur elle, aucun droit d'intervenir. Ils avaient été enfants ensemble, rien de plus. C'était il y a 20 ans. Les gens changeaient, mais il ne pouvait oublier le contact de ses doigts froids sur sa main, la supplication dans ses yeux. Elle l'avait immédiatement reconnu hier, malgré son apparence sauvage, et elle avait risqué la colère de son nouveau mari pour lui parler. Pourquoi si ce n'était parce qu'elle avait besoin d'aide? Il repensa à sa vie dans les montagnes, à la solitude qu'il avait choisie après trop de déceptions dans la civilisation. Il avait fui le Missouri après la mort de ses parents, incapable de supporter les souvenirs. Il s'était essayé à divers métiers, travaillant comme guide, éclaireur, voire adjoint du shérif pendant un certain temps, mais il ressentait toujours l'attrait de la nature sauvage, le besoin d'être seul avec ses pensées et le silence immense des sommets. Aujourd'hui, cette solitude soigneusement construite lui semblait être de la lâcheté. Il avait fui les relations, l'affection, le risque de perdre quelqu'un. Et voilà qu'Élisabeth, le dernier lien avec son enfance, était piégée dans un mariage qui montrait déjà des signes de danger. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête, ce qui était inhabituel pour une tempête hivernale. Samuel se dirigea vers la fenêtre et regarda la neige tomber, épaisse et lourde. Au matin, l'école serait bloquée. Quiconque voudrait quitter Pine Ridge serait coincé pendant des jours, voire des semaines, y compris Elizabeth. Il prit alors sa décision, debout devant cette fenêtre recouverte de givre. Il ne partirait pas le lendemain matin comme prévu. Il resterait, observerait et attendrait. Si Elizabeth avait besoin d'aide, il serait là. Il lui devait bien cela pour l'amitié qu'ils avaient partagée, pour les promesses que les enfants font et que les adultes oublient, pour la fille qui avait cru qu'il était courageux. Un mouvement dans la rue en contrebas attira son attention. Une silhouette vêtue de blanc se déplaçait dans la neige. Élisabeth était toujours vêtue de sa robe de mariée. Un châle sombre était enroulé autour de ses épaules.
Elle marchait rapidement, la tête baissée contre le vent, en direction de l'église. Samuel attrapa son manteau et la suivit, restant dans l'ombre. Elle se glissa dans l'église par une porte latérale. Il attendit un instant, puis entra après elle. Elle s'agenouilla sur le banc de devant, les épaules tremblantes dans la faible lumière des bougies de l'autel. Il pouvait voir qu'elle pleurait. Élisabeth. Elle se retourna, surprise, puis se détendit lorsqu'elle le vit. Samuel, j'avais besoin d'un moment de paix. Il s'approcha lentement, comme il l'aurait fait avec un cerf effrayé. De près, il pouvait voir que son visage montrait déjà des signes de tension. Sa coiffure soignée était en partie défaite, et il y avait une marque rouge sur son poignet, là où Morrison l'avait saisi. « Tu es blessé ?» Elle rit amèrement. « Pas encore. Il est en train de boire avec ses associés. Je lui ai dit que je me sentais mal et que j'avais besoin d'air. » Elle leva les yeux vers lui et le désespoir dans son regard lui serra la poitrine. « Oh, Samuel, qu'ai-je fait? » Il s'assit à côté d'elle, en prenant soin de garder une distance convenable. « Le garçon d'écurie m'a dit que ta mère était décédée. Je suis désolé. Elle était tout ce qui me restait. Quand elle est morte, je n'avais plus rien. Pas d'argent, pas de famille, nulle part où aller. Monsieur Morrison a été gentil. Au début, il a payé les funérailles de ma mère, réglé nos dettes à la pension. Il a dit qu'il cherchait une femme, quelqu'un d'instruit et de raffiné. Il a présenté cela comme un arrangement commercial qui nous serait profitable à tous les deux. Et maintenant, elle toucha inconsciemment la marque sur son poignet. Maintenant, je réalise ce que j'ai échangé contre la sécurité. Elle se tourna soudainement vers lui. Pensez-vous parfois à cet été-là, avant l'incendie? Tous les jours, admit-il avant de pouvoir se retenir. Je pensais ne plus jamais vous revoir. Lorsque nous sommes partis cette nuit-là, ma mère était à moitié folle de chagrin. Oncle Théodore nous a rejoints à Independence et nous a emmenés vers l'Est. Je voulais écrire, mais ma mère me l'a interdit. Elle voulait tout oublier du Missouri. J'ai essayé de vous retrouver, dit Samuel doucement. Sur la route vers Independence, des Pushpon cet hiver-là, j'ai demandé autour de moi. Personne ne savait où tu étais parti. Nous avons changé de nom, murmura-t-elle. Maman avait peur, il y avait des dettes. Tu vois, papa avait emprunté beaucoup d'argent pour améliorer la ferme. Après sa mort, les créanciers auraient tout pris, alors nous sommes devenus les Carter au lieu des Turner. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le vent hurlant à l'extérieur des murs de l'église. Finalement, Élisabeth se leva. « Je devrais y retourner. Il va bientôt me chercher. » Samuel lui attrapa la main alors qu'elle passait. « Si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, je serai à l'auberge. » Elle lui serra brièvement les doigts. « Tu as toujours essayé de sauver les choses, Samuel Hawkins. Mais ce n'est pas un oisillon avec une aile cassée. C'est ma vie maintenant. J'ai fait mon choix. » « Vraiment? Où est-ce les circonstances qui ont choisi pour toi? » Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle retira sa main et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Combien de temps resteras-tu en ville? » « Aussi longtemps que nécessaire. » Elle acquiesça d'un signe de tête et disparut dans la tempête. Samuel resta longtemps dans l'église, fixant la croix au-dessus de l'autel, se demandant si Dieu entendait les prières des hommes qui avaient vécu trop longtemps dans le désert pour se souvenir des mots appropriés. Le lendemain du mariage, le matin était clair et glacial. Samuel se tenait à sa fenêtre, regardant la ville s'animer lentement. La fumée s'élevait des cheminées dans l'air cristallin. La tempête était passée, laissant Pine Ridge enseveli sous 2 pieds de neige fraîche. Les cols de montagne seraient dangereux, mais praticables pour un homme qui les connaissait bien. Il devait partir. Tout son instinct, aiguisé par des années de survie, lui disait de préparer ses affaires, d'aller chercher Buck à l'écurie et de retourner dans sa cabane solitaire avant de se retrouver mêlé à des problèmes qui ne le concernaient pas. Mais il resta à la fenêtre, observant la maison des Morrison à la lisière de la ville, dont les fenêtres étaient sombres dans la lumière du petit matin. L'aubergiste, un homme jovial nommé Josiah Pritchard, servait le petit déjeuner lorsque Samuel descendit. « Bonjour, Monsieur Hawkins, le café est chaud et frais. » Samuel hocha la tête en signe de remerciement et s'assit près de la fenêtre. Il avait donné son vrai nom lors de son enregistrement, ne voyant aucun intérêt à mentir. « Quelle tempête hier soir !» continua Pritchard, en versant un café noir épais dans une tasse ébréchée. Mais pas aussi violente que celle qui s'est abattue sur la maison des Morrison, je parierais. Samuel leva brusquement les yeux. « Que voulez-vous dire? » Pritchard jeta un coup d'œil autour de la salle à manger vide et se pencha vers lui. « Madame Dobbs, qui s'occupe du ménage là-bas,
est venue tôt ce matin pour faire le plein de provisions. Elle a dit qu'il y avait eu beaucoup d'agitation la nuit dernière. Des cris, des objets cassés, la nouvelle maîtresse de maison. Madame Morrison s'est enfermée dans sa chambre le soir de sa nuit de noces. C'est ce qui fait jaser. Monsieur Morrison frappait à la porte, exigeant qu'elle sorte. Il a réveillé toute la maisonnée. Pritchard secoua la tête. Ce n'est pas un bon début pour un mariage, si vous voulez mon avis. Samuel serra fermement sa tasse de café. Est-ce vrai? Madame Morrison va bien? D'après ce que l'on sait, Madame Doe a dit qu'elle l'avait entendu pleurer, mais la porte est restée fermée toute la nuit. Morrison a finalement abandonné à l'aube et est allé à son bureau de transport. Pritchard observa Samuel d'un œil perspicace. Vous connaissez cette dame? Nous étions voisins quand nous étions enfants. Samuel répondit prudemment, dans le Missouri. Eh bien, elle a fait son choix, comme on dit. Morrison n'est pas un homme avec qui on peut se permettre de croiser le fer, et une femme n'a aucun droit légal contre son mari. Mieux vaut rester en dehors de ça. Mais Samuel ne pouvait pas rester en dehors de ça. Après le petit déjeuner, il se promena en ville, officiellement pour prendre des nouvelles de Buck et acheter des provisions. En réalité, il recueillait des informations, utilisant les compétences qui avaient fait de lui un bon éclaireur des années auparavant. Au magasin général, il apprit que l'entreprise de transport de Morrison était en difficulté. L'arrivée du chemin de fer dans les villes voisines avait réduit ses profits et il avait emprunté beaucoup d'argent pour conserver son monopole. C'est pourquoi il voulait une femme issue de la haute société, lui confia le commis. Il prévoyait de se rapprocher des cheminots, peut-être pour obtenir des contrats. Une femme raffinée venue de l'Est ouvre des portes que l'argent seul ne peut ouvrir. À la forge, Samuel entendit des histoires plus sombres. La première femme de Morrison, Margaret, était une fille du coin, jolie mais docile. On la voyait rarement en ville pendant ses 2 années de mariage. Et lorsqu'elle apparaissait, elle portait souvent un voile ou gardait la tête baissée. La nuit où elle est morte, dit le forgeron en martelant un fer à cheval avec une force inutile. Je travaillais tard, j'ai entendu du bruit, j'ai vu Morrison sortir en courant de sa maison, prétendant qu'elle était tombée. Mais voilà le problème. Il était entièrement habillé en pleine nuit et ses bottes étaient propres. Vous voulez me faire croire qu'il a entendu sa femme tomber, qu'il s'est habillé complètement, mais qu'il n'a pas laissé de traces de neige ou de boue en se précipitant pour l'aider? À midi, Samuel avait dressé un portrait de James Morrison qui lui glaçait le sang. Un homme animé par l'ambition et la cupidité qui considérait les gens comme des possessions à utiliser et à jeter. Un homme qui avait peut-être assassiné sa première femme lorsqu'elle était devenue gênante. Et maintenant, Elizabeth était piégée dans sa maison. Samuel retournait à l'auberge lorsqu'il l'aperçut. Elle marchait rapidement sur la promenade, un panier à provisions au bras, le visage caché par un bonnet profond, mais il reconnaissait sa démarche, la façon dont elle se tenait malgré tout. Il la suivit à distance jusqu'à ce qu'elle entre dans la boutique de chapellerie. À travers la vitrine, il la regarda parler avec la propriétaire, Madame Hartley. Même de l'extérieur, il pouvait voir ses mains trembler tandis qu'elle examinait des rubans et de la dentelle. Lorsqu'elle sortit, il l'attendait. Madame Morrison. Il souleva son chapeau avec formalité, conscient des passants. Elle sursauta, puis se ressaisit. « Monsieur Hawkins, bonjour. » De près, il pouvait voir les signes d'une nuit blanche, des cernes sous ses yeux, une pâleur qui trahissait l'épuisement et la peur. Mais il y avait d'autres choses. Une ecchymose sur sa joue qu'elle avait tenté de dissimuler avec de la poudre. « Voulez-vous marcher un instant avec moi? » demanda-t-il doucement, à la vue de tous. Tout à fait convenable. Elle hésita, puis acquiesça. Ils descendirent Main Street en gardant une distance prudente entre eux. 2 observateurs. Ils auraient pu être 2 connaissances discutant du temps. Il ne l'avait pas fait exprès, dit-elle soudainement. Il avait bu le brandy que ses associés avaient apporté. Il a des idées très particulières sur les devoirs d'une épouse. Quand je n'étais pas d'accord, il s'est énervé. Samuel serra les mâchoires. Il t'a frappé. Une seule fois. Il s'est excusé ce matin. Il a envoyé des fleurs dans ma chambre. Des roses blanches. Elle rit amèrement, comme si des fleurs pouvaient effacer ce que j'avais vu dans ses yeux. Qu'as-tu vu? De la rage. Une rage pure et froide. Que je lui avais tenu tête. Oh, Samuel, j'ai commis une terrible erreur, mais personne ne le fait. La loi dit que je lui appartiens désormais, comme ses chevaux ou ses wagons de marchandises.
Ils arrivèrent au bout de la promenade, là où la ville cédait la place à la forêt. Élisabeth s'arrêta, contemplant la nature sauvage au-delà. « Parfois, je pense à m'enfoncer dans ces bois et à disparaître, » murmura-t-elle. « Tu ne tiendrais pas un jour, » répondit Samuel sans détour. « Pas en hiver, pas sans équipement et connaissances adéquats, je sais. C'est la plus cruelle des ironies, n'est-ce que pas? Même si j'avais le courage de m'enfuir, je n'ai pas les compétences nécessaires pour survivre. » Elle se tourna vers lui. « Mais toi, tu les as. Tu t'es construit une vie là-bas, loin de tout ça. Ce n'est pas la liberté, » dit Samuel. « C'est se cacher. Je le comprends maintenant. » Elle scruta son visage. « Tu as tellement changé. Le garçon que je connaissais était plus doux. La nature sauvage change un homme, le rend plus dur, plus pragmatique. »« Mais te revoir » s'interrompit-il, conscient d'en dire trop. « Je devrais y aller, » dit Élisabeth. « Il aime dîner à 18 heures pile, et je dois m'assurer que le cuisinier prépare son plat préféré. Peut-être que si je suis très gentille, très obéissante, il sera aimable. » « Tu n'y crois pas? » ?»« Non, » admit-elle. « Mais quel autre choix ai-je? » Ce soir-là, Samuel était assis dans le saloon, sirotant un whisky et écoutant les conversations autour de lui. Morrison tenait salon à une table dans un coin, régalant ses associés de ses projets d'expansion une fois que le chemin de fer serait achevé. « Ma femme a des relations à Philadelphie, » se vantait-il. « Des familles de banquiers, des politiciens. Une fois qu'ils verront ce que nous construisons ici, les investissements afflueront. »« Ta femme va mieux ?» demanda un homme avec un sourire entendu. « J'ai entendu dire qu'elle était indisposée hier soir. » Le visage de Morrison s'assombrit. Les femmes de l'Est sont délicates. Elle a besoin de temps pour s'adapter à la vie dans l'Ouest, mais elle apprendra vite à rester à sa place. Les hommes rirent, et Samuel serra son verre dans sa main. Il comprenait maintenant pourquoi Élisabeth avait cherché refuge dans l'Église, pourquoi elle avait regardé la nature sauvage avec tant de nostalgie. Elle était prise au piège entre un mari brutal et une société qui la considérait comme un bien. Mais comprendre et agir étaient deux choses différentes. Que pouvait-il faire? Défier Morrison en duel? Cela ne ferait que causer la mort de l'un d'entre eux et n'améliorerait en rien la situation d'Elizabeth. L'emmener de force les ferait passer pour des criminels et la loi serait du côté de Morrison. Il était tellement plongé dans ses pensées qu'il faillit manquer l'agitation à l'extérieur. Des cris, des bruits de pas, le bruit des chevaux. Morrison et ses hommes se précipitèrent dehors et Samuel les suivit. Un chariot de marchandises était garé au milieu de la rue. Son conducteur était affalé sur le volant. Du sang maculait le siège en bois et coulait sur la neige en dessous. « C'est Patterson !» cria quelqu'un. « Il a été abattu. » Morrison se fraya un chemin à travers la foule. « Emmenez-le chez le médecin. Vous deux, vérifiez le chariot. » Mais Samuel avait déjà vu ce que le chariot transportait, ou plutôt ce qu'il ne transportait pas. Les caisses de marchandises avaient été forcées et leur contenu avait disparu. C'était censé être la grande livraison de Morrison, celle qui allait sauver ses finances. « Les Apaches », suggéra quelqu'un. Mais Samuel secoua la tête. Les blessures étaient causées par des balles, pas par des flèches, et les Apaches ne laissaient généralement pas leurs victimes en vie. Patterson survécut assez longtemps pour raconter son histoire à bout de souffle. Des hommes masqués attendaient à Devil's Canyon. Ils savaient exactement quel chariot attaquer, exactement ce qu'il transportait. La rage de Morrison était terrible à voir. Il parcourut la ville en tempêtant, accusant ses concurrents, menaçant de mener des enquêtes. Mais Samuel remarqua quelque chose d'intéressant. Aucun des hommes de Morrison ne semblait surpris. C'était presque comme s'ils s'attendaient à quelque chose comme ça. Tard dans la nuit, incapable de dormir, Samuel fit le tour de la ville. Ses mocassins ne faisaient aucun bruit dans la neige tandis qu'il contournait la maison des Morrison. Une lumière brillait à une fenêtre à l'étage. La chambre d'Elizabeth, supposa-t-il. Alors qu'il observait, une ombre passa devant les rideaux, puis une autre, plus grande, aux mouvements agressifs. Il entendit des voix s'élever. Elizabeth suppliait. Morrison était en colère, puis il y eut un fracas, comme si des meubles étaient renversés. Samuel se mit en mouvement avant même d'avoir pu réfléchir, mais la porte d'entrée était verrouillée et les fenêtres fermées. Il resta debout dans la neige, les poings serrés, écoutant les bruits de lutte au-dessus de lui. Puis le silence. La lumière s'éteignit. Samuel attendit, tous les muscles tendus, prêts à enfoncer la porte s'il entendait Élisabeth crier
mais aucun bruit ne venait de la maison plongée dans l'obscurité. Finalement, à l'approche de l'aube, il retourna à l'auberge, l'esprit en ébullition. Il fallait faire quelque chose. Elizabeth ne pouvait pas supporter cette vie, et Morrison allait de plus en plus loin. La perte de sa cargaison allait le rendre désespéré, et les hommes désespérés sont dangereux. En entrant dans sa chambre, Samuel prit une décision. Il ne pouvait pas défier Morrison directement, mais il y avait peut-être un autre moyen. La cargaison manquante, les informations privilégiées dont disposaient les voleurs. Il y avait plus à découvrir dans cette histoire. Et si Morrison était impliqué dans quelque chose d'illégal, s'il était possible de trouver des preuves, ce n'était pas un plan très élaboré, mais c'était mieux que de regarder Elizabeth se faire lentement détruire par un homme qui la considérait comme un simple objet à utiliser et à jeter. Samuel s'assit à la petite table et commença à écrire, documentant tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait vu. Quelque part dans le réseau des affaires de Morrison se trouvait un fil qui, une fois tiré, pourrait tout dévoiler. Il devait essayer. Pour la fille qui croyait qu'il était courageux, et pour l'homme qu'il voulait être, ne se cachant pas dans la nature sauvage, mais défendant une cause qui en valait la peine. Le soleil se leva sur Pine Ridge, peignant les montagnes enneigées d'une couleur dorée. Et Samuel Hawkins, montagnard en exil, commença sa transformation en quelque chose de complètement différent. Un homme avec un but. 3 jours après le mariage, les ecchymoses sur le visage d'Elizabeth avaient pris une teinte violette et jaune. Impossible à cacher malgré tous ses efforts avec du fond de teint et des robes aux couleurs vives. La ville faisait semblant de ne pas remarquer, mais Samuel voyait les regards compatissants, entendait les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'elle passait. Il avait pris l'habitude de fréquenter le magasin général chaque matin, choisissant le moment de ses visites pour qu'elles coïncident avec les siennes. C'était le seul endroit où il pouvait échanger quelques mots sans éveiller les soupçons. Ce matin-là, elle se déplaçait avec raideur, favorisant son côté gauche, Madame Morrison. Il la salua formellement, tandis qu'elle examinait des rouleaux de tissu. « Monsieur Hawkins ?» Sa voix était calme, mais il remarqua le léger tremblement de ses mains. « Comment trouvez-vous Pine Ridge ?»« Plus froid que dans mes souvenirs, » répondit-il, faisant allusion à autre chose qu'au temps. Certaines tempêtes semblaient s'aggraver de jour en jour. Leurs regards se croisèrent brièvement, et ils se comprirent. « Oui, l'hiver ici peut être rude, Madame Peabody. » La femme du propriétaire du magasin s'approcha précipitamment. « Cette soie verte vous irait à merveille, Madame Morrison. Elle mettrait vos yeux en valeur. »« Merci, mais je pense à quelque chose de plus pratique, » dit Elizabeth doucement. « La laine épaisse, peut-être, comme Madame Peabody est allée chercher le tissu. » Elizabeth baissa la voix. « Il est pire depuis le cambriolage. Il a bu davantage hier soir. » Elle s'arrêta, incapable de continuer. « Je travaille sur quelque chose, » dit Samuel avec insistance. « Tiens bon encore un peu. »« Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, » répondit Elizabeth. La voix de Morrison retentit depuis l'embrasure de la porte. Tous deux se retournèrent et le virent debout, le visage rouge malgré le froid matinal. « Quelle agréable surprise de vous trouver ici. » Il les rejoignit en 3 enjambées et posa une main possessive sur la taille d'Elizabeth. Elle tressaillit de manière presque imperceptible. « Monsieur Hawkins, n'est-ce que pas? » demanda l'homme de la montagne. Le sourire de Morrison n'atteignait pas ses yeux. « Je vois que vous êtes toujours en ville. La tempête a endommagé une partie de mon équipement. » Samuel mentit avec aisance, attendant les réparations. Morrison resserra son étreinte sur Elizabeth. « Eh bien, ne nous retenez pas. Ma femme et moi avons des courses à faire. » C'était un renvoi clair. Samuel souleva son chapeau et partit, mais pas avant d'avoir croisé le regard désespéré d'Elizabeth. Dehors, il se tenait dans l'ombre du bâtiment, réfléchissant furieusement. Morrison commençait à se méfier, et un homme méfiant était un homme dangereux. Cet après-midi-là, Samuel mit son plan à exécution. Il chercha Tom Brennan, un ancien éclaireur de cavalerie qui faisait désormais des petits boulots en ville. Ils avaient pris un verre ensemble 2 soirs auparavant, et Samuel avait senti une honnêteté fondamentale chez cet homme. « Tom, » dit Samuel en le trouvant à l'écurie de livraison, « j'ai besoin d'informations sur les itinéraires de transport de Morrison. » Brennan plissa les yeux. « C'est dangereux, mon ami. J'ai mes raisons et je peux te payer. » Samuel sortit une petite bourse en cuir remplie de pièces. Brennan jeta un regard nerveux autour de lui. « Pas ici.
Retrouve-moi à l'ancien puits de mine au nord de la ville après le coucher du soleil. La mine abandonnée était une plaie sombre à flanc de montagne. Son entrée était partiellement effondrée. Brennan était déjà là lorsque Samuel arriva, faisant les 100 pas nerveusement. J'espère que cela en vaut la peine. Brennan dit que Morrison a des oreilles partout. Parle-moi du vol. Brennan cracha du jus de tabac dans la neige. Ça devait être un coup monté de l'intérieur. Il savait exactement quel chariot, à quel moment il passerait Devil's Canyon. Seul Morrison et ses hommes de confiance connaissaient l'horaire. Qui aurait le culot de voler Morrison? Ça pourrait être des concurrents, ça pourrait être quelqu'un au sein de sa propre organisation qui en avait marre d'attendre sa part. Brennan fit une pause. Ou ça pourrait être Morrison lui-même. Samuel haussa les sourcils. Voler sa propre cargaison. Réfléchissez-y. Il est criblé de dettes, ses créanciers lui soufflent dans le cou. Mais il a assuré cette cargaison pour le double de sa valeur en cas de vol. Il encaisse l'argent de l'assurance, rembourse une partie de ses dettes et les marchandises existent toujours quelque part pour être vendues plus tard. Pouvez-vous le prouver? Moi, non. Mais il y a quelqu'un qui pourrait le faire. Clarence Headley, le comptable de Morrison. Un petit bonhomme nerveux. Il a toujours l'air sur le point de sortir de ses gonds. Si Morrison falsifie les comptes, Headley le saurait. Samuel remercia Brennan et le paya, puis retourna en ville. Les pièces du puzzle se mettaient en place. S'il pouvait obtenir des preuves de fraude à l'assurance, cela suffirait peut-être à faire tomber Morrison. Le lendemain matin, une nouvelle inquiétante arriva. Madame Dobbs, la femme de ménage, était arrivée tôt, le visage grave. C'est Madame Morrison, dit-elle à Pritchard à voix basse. Elle est tombée malade. Du moins, c'est ce que dit M. Morrison. Elle est alitée. Aucune visite n'est autorisée. Samuel sentit son sang se glacer. De quelle maladie s'agit-il? C'est justement ça. Personne ne le sait. Morrison ne laisse pas le médecin la voir. Il dit qu'elle a juste besoin de repos. Madame Dobbs se pencha vers lui. Mais j'étais là hier. Je l'ai vu essayer de quitter la maison. Morrison l'a rattrapée à la porte. Il l'a traînée à l'intérieur. Les bruits qui ont suivi, elle frissonna. Samuel ne pouvait plus attendre. Le soir même, il localisa la modeste maison de Clarence Headley dans le quartier pauvre de la ville. Le comptable ouvrit la porte lui-même, un homme maigre, au regard nerveux. « Monsieur Headley, je m'appelle Samuel Hawkins. Je dois vous parler de James Morrison. » Le visage de Headley pâlit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne suis qu'un comptable qui a documenté des demandes d'indemnisation frauduleuses, » dit Samuel calmement. « Je suis au courant du faux cambriolage et je pense que vous voulez vous retirer avant que Morrison ne décide que vous en savez trop. » Pendant un instant, Headley sembla prêt à claquer la porte. Puis ses épaules s'affaissèrent. « Entrez vite. » Le petit salon était exigu mais bien rangé. Headley se servit un whisky, les mains tremblantes. « Comment l'avez-vous su? » « Une intuition, répondit Samuel. « Mais j'ai besoin de preuves. La vie de Mme Morrison en dépend peut-être. »« Ah! » Headley comprit soudain. « Tu es l'homme des montagnes qu'elle connaissait quand elle était petite. Morrison n'arrête pas de parler de toi. Tu vas m'aider? » Headley resta silencieux pendant un long moment. « Alors il va la tuer. Tu sais, comme Margaret. Peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard, quand elle ne lui sera plus utile ou quand elle lui aura désobéi une fois de trop. Alors aide-moi à l'en empêcher. J'ai les registres, dit finalement Headley. 2 séries, une pour les autorités, une autre qui est authentique. Elle montre tout. Les dettes, les polices d'assurance, les paiements aux hommes qui ont mis en scène le braquage. Mais si Morrison découvre que je te les ai donnés, il ne le fera pas. Nous ferons attention. Headley se dirigea vers un panneau caché dans le mur et en sortit plusieurs livres reliés en cuir. Prends-les. Cela fait des mois que je veux partir, mais j'avais trop peur. C'est peut-être ma chance. Samuel glissa les registres dans son manteau. Quittez la ville ce soir. Prenez la dernière diligence pour Denver. Et Maman Morrison? Je m'en occuperai. Mais alors que Samuel quittait la maison de Headley, il vit des flammes s'élever en direction de la maison des Morrison. Le cœur battant à tout rompre, il courut dans les rues et rejoignit la chaîne humaine qui s'était déjà formée. La remise était en feu. Les chevaux hennissaient, tandis que les palefreniers tâtaient de les faire sortir. Morrison, vêtu d'une chemise de nuit, donnait des ordres à voix haute, et la silhouette se découpant à la fenêtre à l'étage, Elizabeth frappait contre la vitre. « Elle est enfermée !» cria quelqu'un.
Morrison ne fit aucun geste pour l'aider. La porte a dû se coincer, dit-il d'un ton peu convaincant. Ces vieilles serrures. Samuel n'hésita pas. Il attrapa une hache dans le camion de pompiers et se précipita dans la maison. La fumée était épaisse, mais il connaissait la disposition des lieux grâce à sa surveillance. Il monta les escaliers 3 par 3 et trouva la porte d'Élisabeth fermée de l'extérieur. 2 coups de hache suffirent à briser la serrure. Élisabeth tomba dans ses bras, toussant, sa chemise de nuit roussie. « Il m'a enfermé » haleta-t-elle. « Quand le feu a pris, il m'a enfermé. »« Je sais, tiens bon. » Il la porta dans les escaliers et la sortit dans la nuit où la foule s'était rassemblée. Des femmes l'enveloppèrent dans des couvertures tandis que les hommes continuaient à lutter contre le feu. Morrison apparut, jouant le rôle du mari inquiet. « Dieu merci, vous étiez là, Hawkins. La serrure a dû se bloquer. Elle était verrouillée de l'extérieur, » dit Samuel à voix haute. « Je l'ai vu. » Des murmures parcoururent la foule. Le visage de Morrison s'assombrit. « Vous vous trompez. La fumée, la confusion, il n'y a pas d'erreur. » Samuel soutint son regard, comme s'il n'y avait aucune erreur concernant la mort de votre première femme. L'accusation resta suspendue dans l'air froid. Morrison s'avança, les poings serrés, mais le chef des pompiers intervint. « Ça suffit pour une nuit. Madame Morrison a besoin de soins médicaux. » Le docteur Whitman apparut et prit Élisabeth en charge. Alors qu'il l'examinait pour détecter une éventuelle inhalation de fumée, il découvrit d'autres ecchymoses, anciennes et récentes, couvrant ses bras et ses côtes. Son expression s'assombrit. « Cette femme a été gravement maltraitée, » annonça-t-il. « Ses blessures ne proviennent pas d'un incendie. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Morrison tenta de s'emporter, de nier, mais les preuves étaient claires et Samuel avait toujours les registres cachés dans sa chambre, prêt à porter le coup fatal. Élisabeth le regarda depuis l'endroit où elle était assise, enveloppée dans des couvertures, les yeux remplis d'un mélange de peur et d'espoir. La nuit était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis le jour du mariage, Samuel entrevit une lueur d'espoir. Le feu était confiné à la remise, mais quelque chose de plus grand brûlait. La façade soigneusement construite par Morrison s'effondrait enfin, et dans les cendres, Elizabeth pourrait peut-être trouver sa liberté. Le docteur Whitman insista pour emmener Elizabeth chez lui, où sa femme pourrait s'occuper d'elle correctement. Morrison tenta de s'y opposer, mais les murmures hostiles de la foule le réduisirent au silence. Samuel les regarda l'emmener, les épaules enveloppées dans une épaisse couette, le visage pâle mais déterminé. « Ce n'est pas fini, Hawkins, » grogna Morrison en s'approchant. « C'est ma femme, la loi est de mon côté. La loi ne protège pas les hommes qui enferment leurs femmes dans des bâtiments en feu, » répondit Samuel d'un ton calme. Les yeux de Morrison brillèrent dangereusement. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Cette ville m'appartient. C'est ce qu'on verra. » Samuel retourna à l'auberge et récupéra les registres de Headley. Les preuves étaient accablantes. Faux manifestes, demandes d'indemnisation gonflées, paiements aux hommes qui avaient mis en scène le vol. Morrison avait saigné à blanc sa propre entreprise, utilisant l'argent de l'assurance pour rembourser ses dettes de jeu et ses investissements ratés. Le lendemain matin, Samuel apporta les registres au juge Carlton, le juge itinérant, qui se trouvait en ville pour la session mensuelle du tribunal. Carlton était l'un des rares fonctionnaires que Morrison ne pouvait pas acheter. Il vivait à Denver et avait la réputation d'être d'une honnêteté obstinée. « C'est une affaire sérieuse, Monsieur Hawkins, » dit Carlton après avoir examiné les documents. « Fraude à l'assurance, complot, vol. Si ces registres sont authentiques, ils le sont. C'est Clarence Headley qui les a conservés. Il a déjà quitté la ville, craignant pour sa vie. » Carlton acquiesça lentement. « Je vais immédiatement délivrer des mandats, mais Morrison a des amis puissants. Cela pourrait mal tourner. » Cela tourna mal plus vite que quiconque ne l'avait prévu. À midi, les hommes de Morrison recherchaient Samuel, fouillant l'auberge, les écuries, tous les endroits où il aurait pu se cacher. Mais Samuel avait anticipé cela. Il avait déménagé dans une cabane abandonnée à la périphérie de la ville qu'il avait repérée quelques jours plus tôt. De là, il regardait l'empire de Morrison commencer à s'effondrer. Le shérif, contraint par les mandats du juge Carlton, arrêta 2 des hommes de Morrison qui avaient participé au faux cambriolage. Face à la perspective d'une peine de prison, ils se retournèrent rapidement contre leur employeur,
Mais Morrison lui-même resta en liberté, affirmant que les accusations avaient été fabriquées de toutes pièces par des rivaux commerciaux. Elizabeth resta piégée dans un vide juridique, en sécurité pour le moment chez le Dr. Whitman, mais toujours considérée comme l'épouse de Morrison aux yeux de la loi. Ce soir-là, Madame Whitman apporta un message à Samuel. Elizabeth voulait le voir. Il la trouva assise près du feu dans le salon des Whitman, l'air fragile mais résolu. Les ecchymoses sur son visage avaient encore foncé, témoignant de la brutalité de Morrison. « Samuel, dit-elle doucement lorsqu'il entra. « Merci. Si vous n'aviez pas enfoncé cette porte. »« N'y pensez plus, dit-il en prenant une chaise en face d'elle. « Comment vous sentez-vous? »« J'ai mal, je suis fatigué, mais je suis en vie. » Elle esquissa un faible sourire. Madame Whitman dit que Morrison est venu 3 fois, exigeant que je rentre à la maison. Le docteur refuse de le laisser entrer. « Tant mieux, vous êtes en sécurité ici pour l'instant, dit-il l'air troublé. Mais il a raison au sujet de la loi. Je suis sa propriété. Je devrais finir par y retourner. Non, dit Samuel fermement. Nous trouverons un autre moyen. Quel moyen? Le divorce est presque impossible, surtout pour une femme. Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat, ni de motif que le tribunal accepterait. Quelques bleus ne suffisent pas. Des femmes subissent une pire chaque jour, et la loi ne fait rien. Samuel se pencha en avant. Et si Morrison allait en prison pour fraude? Je serais alors la femme d'un criminel, sans ressources et déshonorée. Mieux que morte, je suppose. Mais elle s'interrompit, le regard fixé sur le feu. « Elizabeth, regarde-moi. » Il attendit qu'elle le regarde dans les yeux. « Je ne le laisserai pas te faire de mal à nouveau, quoi qu'il en coûte. Tu ne peux pas lutter contre le monde entier. Samuel, tu n'es qu'un homme. J'ai survécu à pire. » Un coup à la porte les interrompit. Le Dr. Whitman entra, le visage grave. « Je suis désolé de vous déranger, mais j'ai des nouvelles. Morrison a payé sa caution et il a rassemblé ses hommes au saloon. Les rumeurs sont inquiétantes. »« Quel genre de rumeurs? » demanda Samuel. « Le genre qui parle de lynchage et de justice expéditive. Il vous traite de voleur et de kidnappeur. Il dit que vous essayez de lui voler sa femme, dit Whitman après une pause. J'ai prévenu le juge Carlton, mais il est en tournée et ne sera pas de retour avant plusieurs jours. » Samuel se leva. « Alors je ferais mieux de me préparer à recevoir des visiteurs. »« Samuel, non, dit Elizabeth en se levant malgré ses blessures. Tu ne peux pas les affronter tous. Je n'ai pas de l'intention de le faire. » Il se tourna vers Whitman. « Protégez-la. Verrouillez les portes. Armez-vous si nécessaire. » Il partit avant qu'Elizabeth n'ait pu protester davantage. Les rues étaient inhabituellement calmes. La plupart des honnêtes gens avaient senti que des ennuis se préparaient et s'étaient réfugiés chez eux. Samuel se rendit au bureau du télégraphe où il envoya un message soigneusement rédigé au bureau du shérif de Luand à Denver, détaillant les crimes de Morrison et la menace immédiate. Puis il rendit visite à l'armurier. « Vous vous attendez à des ennuis? » demanda l'armurier, remarquant que Samuel achetait des munitions et un deuxième pistolet dans l'espoir de les éviter. Samuel répondit « Mais un homme doit être prêt. » À la tombée de la nuit, Samuel se positionna stratégiquement, non pas dans la cabane où les hommes de Morrison pourraient le chercher, mais dans le clocher de l'église, d'où il avait une vue dégagée sur la maison du médecin et la rue principale. Il avait appris la patience dans les montagnes, l'art d'attendre que sa proie se révèle. Il n'eut pas à attendre longtemps. Vers minuit, un groupe de cavaliers se rassembla devant le saloon. Morrison les menait, sa voix portant dans l'air calme, alors qu'il les incitait à une juste colère. Ils allaient récupérer sa femme volée, déclara-t-il, et s'occuper de l'homme des montagnes qui l'avait corrompu. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la maison du médecin, ils trouvèrent le shérif et 6 adjoints de la ville qui les attendaient. Les mandats du juge Carlton avaient donné du courage au shérif, et le témoignage du Dr. Whitman sur les blessures d'Elizabeth avait fait basculer l'opinion publique. « Faites demi-tour, Morrison, » ordonna le shérif. « Il n'y aura pas de justice populaire ce soir. » Morrison retint son cheval. « Je veux ma femme, shérif, et je veux que Hawkins soit arrêté pour enlèvement. Votre femme est sous surveillance médicale. Quant à M. Hawkins, il lui a sauvé la vie. Il n'y a rien de criminel là-dedans. Il lui a rempli la tête de mensonges. Il l'a monté contre moi. »« D'après ce que j'ai vu, c'est vous qui avez fait cela, » répondit calmement le shérif. « Maintenant, dispersez-vous tous avant que quelqu'un ne fasse quelque chose qu'il regrettera. » Pendant un moment tendu, la violence flottait dans l'air comme de la fumée.
Puis Morrison fit faire demi-tour à son cheval. « Ce n'est pas fini, grogna-t-il. J'obtiendrai satisfaction d'une manière ou d'une autre. » De son perchoir, Samuel les regarda s'éloigner. Le danger immédiat était passé, mais Morrison était désormais comme un ours blessé, plus dangereux que jamais. Il fallait que quelque chose change. Le lendemain matin apporta une nouvelle inattendue. Une lettre était arrivée pour Elizabeth, livrée par un courrier spécial de Philadelphie. Samuel était présent lorsqu'elle la lut, son visage passant de la surprise à la joie, puis à l'incertitude. « Elle vient du cousin de ma mère, Theodore Ashford », expliqua-t-elle. « C'est un banquier de Philadelphie. Il a appris la mort de ma mère et ma situation. Il m'offre un poste de gouvernante pour ses enfants et le voyage de retour vers l'Est. »« C'est merveilleux, » dit Samuel, bien que son cœur se serre. « La diligence part demain après-midi. Il a déjà envoyé l'argent pour le voyage, dit-elle en le regardant, le conflit évident dans ses yeux. C'est une chance pour une nouvelle vie. Loin de Morrison, tu devrais la saisir. Vrais-tu? Elle posa la lettre. Et toi, Samuel? Je m'en sortirai très bien. Comme toujours, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle se leva et traversa la pièce pour rejoindre Samuel près de la fenêtre. Toutes ces années. Je me souvenais de ce garçon qui m'avait porté jusqu'à la maison quand j'étais tombé, qui avait attrapé des lucioles avec moi et m'avait promis que nous serions toujours amis. J'ai pensé à toi chaque été. Je me demandais si tu t'en souvenais aussi. Je m'en souvenais, dit-il doucement. Et maintenant, nous nous sommes retrouvés pour nous séparer à nouveau. Elle lui toucha la main. Viens avec moi, Samuel. Quitte cet endroit. Nous pourrions recommencer à zéro à Philadelphie. Il resta silencieux pendant un long moment, imaginant cela. Une vie dans la ville, entourée de gens, d'immeubles et de bruit, loin de ses montagnes, de sa solitude, de tout ce qu'il avait connu pendant 12 ans. Je n'ai pas ma place dans des endroits comme Philadelphie, dit-il finalement. La nature sauvage est ma maison maintenant. Alors je resterai, dit-elle impulsivement. Nous affronterons Morrison ensemble. Non, dit-il en se tournant vers elle, caressant doucement son visage meurtri. Tu dois partir. Sois prudente, Morrison ne cessera jamais de te traquer ici. Saisis cette chance, Elizabeth. Vis la vie que tu mérites. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ce n'est pas juste. Nous venons juste de nous retrouver. Peut-être que cela suffit, dit-il. De savoir que nous avons tous deux survécu, que nous nous sommes tous deux souvenus. C'est peut-être tout ce qui nous était destiné. Elle l'embrassa alors, doucement et désespérément, avec un goût de larmes et de poubelle. Il la serra délicatement dans ses bras, attentif à ses blessures, souhaitant pouvoir figer cet instant pour toujours. Mais le temps continuait inexorablement à s'écouler. Cette nuit-là, on apprit que Morrison avait disparu. Sa maison était vide, son bureau abandonné. Certains disaient qu'il avait fui devant les marshals fédéraux. D'autres murmuraient des possibilités plus sombres. Samuel passa la nuit à monter la garde, ne faisant confiance à rien. Morrison n'était pas du genre à fuir. Il était quelque part en train de préparer quelque chose. La réponse vint à l'aube. Une note clouée à la porte du médecin. Midi, Main Street. Viens seul ou elle mourra de toute façon. Morrison. Un défi. Un duel. Le genre de justice frontalière en laquelle Morrison croyait. Samuel montra la note au shérif, qui secoua la tête. Je ne peux pas permettre cela. Les duels sont illégaux, et si je ne me présente pas, il trouvera un autre moyen, un autre moment. Au moins, comme ça, tout sera terminé aujourd'hui. Le shérif resta silencieux, sachant que Samuel avait raison. Morrison avait tout perdu. Son entreprise, sa réputation, sa femme. Il ne lui restait plus que la rage et le désir de vengeance. « Je serai là », dit finalement le shérif, « pour m'assurer que tout se passe dans les règles. C'est tout ce que je peux faire. » Samuel passa la matinée à se préparer. Il nettoya ses pistolets, vérifia ses munitions, fit la paix avec les dieux qui écoutent les hommes comme lui. À 11h30, il alla voir Elizabeth une dernière fois. « Ne pars pas, le supplia-t-elle. Nous pouvons partir ensemble maintenant. Oublie la scène. Oublie tout. Fuis simplement. Il te suivra. Tu sais qu'il le fera. C'est la seule façon d'être vraiment libre. » Elle s'accrocha à lui et il respira le parfum de ses cheveux, le mémorisant. Puis il s'éloigna doucement. « Si quelque chose arrive, rien n'arrivera, » l'interrompit-elle avec férocité. « Tu vas gagner et je vais monter dans cette diligence et un jour, quand Morrison ne sera plus qu'un mauvais souvenir,
Tu viendras me retrouver à Philadelphie. Il sourit tristement, embrassa son front et partit sans un mot. Ils savaient tous les deux la vérité, que certains canyons étaient trop profonds pour être franchis, certaines blessures trop anciennes pour guérir, mais c'était un beau rêve et il la laisserait le garder. L'horloge de la tour sonna midi lorsque Samuel s'engagea dans la rue. Le soleil de midi projetait de courtes ombres sur Main Street, tandis que Samuel marchait vers son destin. La ville s'était vidée, les volets étaient fermés, les portes barricadées. Même le saloon était silencieux, mais il savait qu'ils observaient derrière les rideaux et à travers les fissures dans les murs. La ville entière retenait son souffle. Morrison attendait au milieu de la rue, vêtu de noir comme un croque-mort. Son visage portait les traces des ravages des derniers jours, mal rasé, les yeux creux, mais brûlants d'une terrible détermination. « Je savais que tu viendrais », cria Morrison, trop fier pour fuir. « Ce n'est pas une question de fierté », répondit Samuel en s'arrêtant à 20 pas de lui. « Il s'agit de mettre fin à tout cela avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. » De nobles paroles de la part d'un voleur. La main de Morrison se posa près de son étui. « Tu m'as tout pris. Mon commerce, ma réputation, ma femme. Tu as perdu ces choses toi-même. Je n'ai fait que te montrer le miroir. » Le shérif sortit de la prison et se plaça sur le côté. Cela n'a pas lieu d'être. Morrison, rendez-vous maintenant. Affrontez les accusations légalement. Morrison rit amèrement. Légalement? Il n'y a pas de loi ici, sauf celle que l'homme se fait lui-même. Il se concentra sur Samuel. Quand j'en aurai fini avec vous, elle n'aura nulle part où fuir. Une veuve a encore moins de droits qu'une épouse. Samuel serra les mâchoires. Il soupçonnait Morrison de voir le veuvage d'Elizabeth comme une occasion de la récupérer. Aussi tordue que fût cette logique. « Quand tu seras prêt, » dit Samuel calmement. Le temps ralentit. Une mauvaise herbe roulait dans la rue entre eux. Un chien aboya quelque part. Les yeux de Morrison se plissèrent, trahissant son intention, une fraction de seconde avant que sa main ne bouge. Les deux hommes dégainèrent simultanément. Le bruit des coups de feu résonna sur les bâtiments, suivi d'un deuxième coup si proche qu'il ressemblait à un rugissement prolongé. Morrison tituba, serrant son épaule droite où la balle de Samuel l'avait touché. Son arme tomba de ses doigts, engourdie. Mais Samuel vacilla également, le sang se répandant sur son flanc gauche où la balle de Morrison l'avait atteint. « Maudit sois-tu » halta Morrison en tombant à genoux. « Je n'ai même pas réussi à te tuer correctement. » Samuel s'avança d'un pas chancelant, gardant son arme pointée sur l'homme blessé. « C'est fini, Morrison. Laisse-la partir. » Morrison leva les yeux. Son visage était déformé par la douleur et la rage. Puis, rapide comme l'éclair, sa main gauche se porta vers sa botte, d'où il sortit un Derringer caché. Le fusil du shérif crépita avant que Morrison n'ait pu viser. Le petit pistolet s'envola de la main de Morrison qui s'effondra en arrière dans la poussière. « Il est vivant », annonça le shérif après avoir vérifié. « Mais il ne pourra plus jamais utiliser ce bras. » Samuel s'agenouilla, pressant sa main contre son flanc ensanglanté. Le monde bascula étrangement et il entendit des pas précipités. La voix d'Elizabeth l'appelant. « Ne fais pas ça », parvint-il à dire alors qu'elle s'agenouillait à ses côtés. « La diligence. »« Oublie la diligence, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Dr. Whitman, que quelqu'un aille chercher le médecin. » Les heures suivantes se succédèrent dans un brouillard de douleur et de ludinum. Samuel perdait et reprenait conscience, conscient des mains qui s'affairaient sur sa blessure, de la présence d'Elizabeth, telle une ancre dans la tempête. Lorsqu'il se réveilla enfin complètement, la nuit était tombée. Il était allongé dans un lit propre dans la maison du médecin, le torse étroitement bandé. Elizabeth était assise sur une chaise à côté de lui, toujours vêtue de la même robe, désormais tachée de son sang. « Tu as raté ta diligence, » dit-il d'une voix rauque. « Il y en aura une autre. » Elle lui prit de la main. « Morrison est en détention. Les marshals fédéraux sont arrivés il y a 1 heure. Entre les accusations de traite et de fraude, il passera le reste de sa vie en prison. Tant mieux. » Il scruta son visage à la lumière de la lampe. « Tu es libre maintenant. » « Oui. » Elle lui serra la main. « Libre de faire mes propres choix. » Le Dr. Whitman entra et examina les bandages de Samuel. « Vous avez de la chance, Monsieur Hawkins. La balle a traversé sans toucher d'organe vital.
Vous aurez mal pendant quelques semaines, mais vous vivrez. Combien de temps avant qu'il puisse voyager? Demanda Élisabeth. Voyager? Le médecin fronça les sourcils. Pas avant au moins 2 semaines. Peut-être 3. Pourquoi? Parce que nous avons des projets à faire, dit-elle fermement. N'est-ce pas, Samuel? Il la regarda, perplexe. Élisabeth, j'ai réfléchi, continua-t-elle. Philadelphie était le rêve de ma mère, pas le mien. Je ne veux pas être la gouvernante des enfants de quelqu'un d'autre. Je veux, elle marqua une pause, rassemblant son courage. Je veux partir avec toi dans les montagnes. Élisabeth, tu ne comprends pas ce qu'est cette vie. L'isolement, le danger. Je comprends que j'ai passé la semaine dernière enfermé dans une prison de convenance et de loi. Je comprends que le seul moment où je me suis sentie vraiment vivante, c'est quand nous avons couru dans la neige cette nuit-là, libre sous les étoiles. Sa voix se fit plus forte. Je comprends que je t'ai perdu une fois, et je ne te perdrai plus. Ce n'est pas une vie pour une femme, protesta-t-il faiblement. Qui a dit ça? Il y a des femmes dans ces montagnes qui vivent et s'épanouissent. Je peux apprendre, Samuel. Je suis plus forte que je n'en ai l'air, je le sais. Il toucha doucement les ecchymoses sur son visage. Tu as survécu, Morrison. Alors donne-moi une chance de choisir ma propre vie. Pas ce qui est convenable ou attendu, mais ce que je veux. Elle se pencha vers lui. Et ce que je veux, c'est toi. Le docteur Whitman s'éclaircit la gorge. Je vais vous laisser seul. Mais M. Hawkins a besoin de repos. Après son départ, Samuel resta silencieux pendant un long moment. Ce ne sera pas facile, dit-il finalement. Ma cabane est petite, rudimentaire. Il n'y a pas de robe élégante, ni de thé dansant. J'ai eu des robes élégantes. Elles avaient un prix que je ne pouvais pas payer. Elle sourit. D'ailleurs, je me souviens d'une fille qui préférait grimper aux arbres plutôt que d'aller au thé dansant. C'était il y a longtemps. Pas si longtemps. Elle repoussa ses cheveux de son front. Certaines choses ne changent pas, Samuel. Nous avons été amis autrefois. Nous pourrions l'être à nouveau et peut-être même plus. Il saisit sa main et la posa contre sa joue. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Il l'attira vers lui pour l'embrasser, doucement et avec beaucoup de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, elle souriait à travers ses larmes. Repose-toi maintenant, dit-elle. Nous avons le temps de planifier. Les montagnes ne vont pas bouger. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant que Samuel se remettait, ils firent leurs préparatifs. Élisabeth vendit les bijoux que Morrison lui avait offerts, des babioles sans valeur qui financèrent les provisions nécessaires à leur nouvelle vie. Elle échangea ses robes en soie contre des vêtements pratiques en laine et en cuir, ses chaussures délicates contre des bottes robustes. Les habitants de la ville observaient la scène avec un mélange de scandale et d'admiration. Voici une femme qui avait survécu à un mariage brutal, qui aurait pu se réfugier dans le confort et la sécurité de l'Est, mais qui avait préféré choisir la liberté incertaine de la frontière. Madame Whitman lui enseigna les rudiments de la médecine, comment soigner les blessures, identifier les plantes médicinales, réduire les fractures. La femme du propriétaire du magasin général lui montra comment conserver la viande, faire du pemmican, réparer des déchirures dans des tissus épais. Vous avez vraiment l'intention de le faire, Madame Peabody? Demanda-t-elle en regardant Élisabeth s'entraîner à charger un fusil sous les instructions de Samuel. Oui. Élisabeth visa le canon, appuya sur la détente. La balle atteignit la cible en plein centre. J'ai perdu trop d'années à être ce que les autres attendaient de moi. Il est temps que je sois moi-même. Le jour où Samuel fut autorisé à voyager, ils se tinrent ensemble devant l'église où tout avait commencé. Le bâtiment semblait différent à la lumière du jour, plus petit, moins imposant. « Des regrets? » demanda Samuel. « Seulement que nous ayons mis si longtemps à nous retrouver. » Elle ajusta le sac sur ses épaules. Elle avait insisté pour porter ses propres affaires. « Je suis prête. » Ils quittèrent Pine Ridge alors que le soleil se levait sur les montagnes, peignant les sommets d'or et de rose. Buck portait Samuel, tandis qu'Elizabeth montait une jument robuste qu'elle avait baptisée Liberty. Un nom qui lui allait bien, pensa Samuel. La ville s'éloigna derrière eux, et la nature sauvage s'ouvrit devant eux comme une promesse. Des défis les attendaient, des hivers rigoureux, des animaux sauvages dangereux, les 1000 difficultés de la vie à la frontière. Mais il y aurait aussi la liberté, un travail honnête et la chance de construire quelque chose ensemble. Samuel appela Élisabeth alors qu'ils entraient dans la forêt. « Oui,
Tu te souviens de ce que j'ai dit quand j'avais 8 ans, à propos d'épouser quelqu'un de courageux? Il sourit. C'était des paroles stupides. Tu as dit non, dit-elle en encourageant Liberty à côté de Buck. J'avais raison la première fois. Ils s'enfoncèrent dans les montagnes, vers leur nouvelle vie, laissant le passé derrière eux comme de la fumée dans le vent. Quelque part au-dessus d'eux, un aigle poussa un cri de bienvenue, et Samuel sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, qui était oppressée depuis 20 ans. Il ne se cachait plus dans la nature sauvage. Il rentrait chez lui et emmenait avec lui la seule personne qui rendait ce foyer complet. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant leurs visages malgré la neige, et les montagnes les embrassaient comme de vieux amis accueillant des voyageurs après un long et difficile périple. Le bruit des coupes de feu brisa le silence de la montagne. Samuel plongea derrière un tronc d'arbre tombé, tirant Elizabeth avec lui alors que l'écorce explosait à l'endroit où leur tête se trouvait auparavant. Les hommes de Morrison les avaient trouvés. « Restez baissés », siffla Samuel en vérifiant son fusil. Ils étaient à 2 jours de Pine Ridge, suivant un sentier étroit à travers une dense forêt de pins. Il avait été imprudent, baissant sa garde trop tôt. Un autre coup de feu retentit, puis la voix de Morrison, mais sans équivoque. « Pensez-vous que les murs de la prison pourraient me retenir, Hawkins? »« J'ai des amis haut placés. » Samuel jura entre ses dents. Morrison avait dû s'échapper pendant son transfert. Il avait probablement soudoyé les gardes. À présent, il était là, avec au moins 3 hommes à en juger par les positions des tirs. « Laisse la femme partir, Morrison, » cria Samuel. « C'est entre nous. Elle a fait son choix. Elle mourra avec toi, » répondit Morrison d'un ton hargneux. Elizabeth se blottit contre Samuel, son nouveau fusil prêt à tirer. Malgré la terreur qu'elle devait ressentir, ses mains étaient fermes. « Combien sont-ils? »« 4, peut-être 5. Ils nous tiennent en échec. » Samuel étudia leur position. Le sentier devant eux contournait une falaise abrupte. Derrière eux, le chemin qu'ils avaient emprunté était exposé. Mais à leur gauche, un amas de rochers massifs offrait une couverture potentielle. « Quand je commencerai à tirer, cours vers ces rochers, » murmura-t-il. « Ne t'arrête sous aucun prétexte. Nous partons ensemble ou pas du tout, dit-elle fermement. Il n'y avait pas le temps de discuter. Samuel se leva légèrement, tira 3 coups rapides pour faire baisser la tête aux hommes de Morrison, puis attrapa la main d'Elizabeth. Ils se mirent à courir vers les rochers, tandis que les coupes de feu éclataient derrière eux. Samuel sentit une balle effleurer son manteau. Elizabeth poussa un cri et trébucha, mais continua à courir. Ils plongeaient en derrière le plus gros rocher, juste au moment où les balles éclataient de la pierre à l'endroit où ils se trouvaient. « Tu es touché? » Samuel l'examina frénétiquement. Juste une égratignure au bras. Elle lui montra une déchirure dans sa manche, du sang s'écoulant à travers. « Je vais bien, mais ils étaient loin d'aller bien. » Les hommes de Morrison se dispersaient, essayant de les encercler. Leurs chevaux s'étaient enfuis au premier coup de feu, emportant la plupart de leurs provisions. Samuel avait son fusil, son pistolet et toutes les munitions qu'il transportait. Elizabeth avait son fusil et le couteau qu'il lui avait appris à utiliser. « Rendez-vous et je vous épargnerai. » Appela Morrison. « Continuez à vous battre et je vous ferai la regarder mourir lentement. » Samuel serra les mâchoires. Il savait que Morrison pensait chaque mot. Le désir tordu de cet homme pour Elizabeth s'était transformé en rage meurtrière lorsqu'elle avait choisi la liberté plutôt que lui. « Samuel, » murmura Elizabeth, « il y a un passage entre ces rochers. Je peux voir la lumière du jour. » Il regarda dans la direction qu'elle lui indiquait. Un passage étroit traversait le champ de rochers, à peine assez large pour une personne. Il pouvait les mener à la sécurité ou les piéger complètement. Un coup de feu ricocha sur le rocher près de la tête de Samuel. Les hommes de Morrison se rapprochaient, utilisant les abris pour avancer. Bientôt, ils auraient un angle de terre dégagé. « Vas-y, » décida Samuel, « je les retiendrai. »« Non, » rétorqua Elizabeth, les yeux verts brillants de détermination. « Nous survivrons ensemble ou pas du tout. Souviens-toi. » Avant qu'il n'ait pu protester, elle s'était déjà engouffrée dans le passage. Samuel n'avait d'autre choix que de la suivre, reculant tout en surveillant s'ils étaient poursuivis. Le passage serpentait entre d'énormes rochers, parfois si étroits qu'ils devaient se mettre de côté pour passer. Ils débouchèrent sur une pente raide recouverte de schiste friable. Au-dessus d'eux, la montagne s'élevait dans falaises déchiquetées. En contrebas,
Une rivière tumultueuse creusait une gorge profonde et derrière eux, des cris indiquaient que les hommes de Morrison avaient trouvé le passage. La rivière, dit Elizabeth. Si nous pouvons l'atteindre, répondit une balle sifflant dans l'air, à laquelle Samuel répondit par un tir. Ils descendirent la pente traîtresse à moitié en courant, à moitié en glissant, des pierres roulant autour d'eux. Elizabeth perdit l'équilibre et glissa sur 6 mètres avant de s'agripper à un pin rabougri. Morrison apparut à la sortie du passage, le bras blessé en écharpe, mais un pistolet dans sa main valide. Son visage était déformé par une rage folle. « Tu aurais dû la laisser brûler. »« Hawkins !» cria-t-il en tirant. La balle fit jaillir des étincelles des rochers près d'Elizabeth. Le fusil de Samuel répondit par un craquement. Mais Morrison se baissa. D'autres hommes apparurent, tirant sur eux. Ils atteignirent une falaise au-dessus de la rivière, à 6 mètres au-dessus des eaux sombres et tumultueuses. Samuel pouvait entendre le rugissement des rapides en aval. « Tu sais nager ?» demanda-t-il à Elizabeth. « J'ai grandi dans une ferme du Missouri, » répondit-elle avec humour noir. « Qu'est-ce que tu crois? Alors retiens ton souffle et prie. » Il lui saisit de la main. À 3-1-2, les hommes de Morrison sortirent de leur cachette en tirant. Samuel ressentit une douleur brûlante dans les côtes, alors qu'Elizabeth et lui sautaient dans le vide. L'eau les frappa comme un marteau glacé, leur coupant le souffle. Le courant les emporta immédiatement, les entraînant vers l'aval. Samuel lutta pour retenir Elizabeth, pour garder leur tête hors de l'œil. Des rochers émergeaient de l'écume. Samuel se tordit, absorbant le choc sur son dos pour protéger Elizabeth. Des étoiles explosèrent dans son champ de vision. Puis ils furent dépassés, emportés dans un virage qui les cachait à la vue de Morrison. Ils luttèrent contre le courant pendant ce qui leur sembla être des heures, mais qui ne fut probablement que quelques minutes. Ils finirent par se hisser sur une plage rocheuse dans un remous calme. Ils restèrent allongés, haletants comme des poissons hors de l'eau, crachant de l'eau de rivière. « Ça va ?» parvint à demander Samuel. Elizabeth se redressa sur ses coudes, les cheveux ruisselants, les vêtements déchirés et collés à sa peau. « Défini, ça va », dit-elle faiblement, malgré tout. Samuel se surprit à rire, devant l'absurdité de la situation. Poursuivie par un fou, mitraillé, presque noyé, et elle avait toujours son humour pince sans rire. Elizabeth le regarda comme s'il avait perdu la tête, puis se mit à rire elle aussi, en partie par hystérie, en partie par soulagement. « Il faut partir », dit finalement Samuel, redevenant sérieux. « Morrison n'abandonnera pas. Il suivra la rivière. » Ils essorèrent leurs vêtements autant que possible et vérifièrent leurs armes. Miraculeusement, le pistolet de Samuel était resté dans son étui. Son fusil avait disparu, emporté par la rivière, mais Elizabeth avait réussi à garder son couteau. Les côtes de Samuel brûlaient à l'endroit où la balle l'avait effleuré, et le bras d'Elizabeth saignait encore. Ils déchirèrent des bandes de sa jupe pour panser leurs blessures, puis commencèrent à descendre le long de la rive. Le soleil se couchait lorsqu'ils trouvèrent la grotte, un abri peu profond creusé par les eaux anciennes, caché derrière un écran de sol. Ils rampèrent à l'intérieur, épuisés au-delà de toute mesure. « Pas de feu », dit Samuel avec regret. « La fumée nous trahirait. »« Je suis trop fatigué pour m'en soucier », dit Elizabeth en se blottissant contre lui pour se réchauffer. Malgré leurs vêtements trempés et la température qui baissait, sa présence était réconfortante. « Je suis désolé », dit Samuel dans l'obscurité. « J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû être prêt. »« Arrête », dit-elle en posant un doigt sur ses lèvres. « Les choix de Morrison ne sont ni ta faute ni la mienne. C'est un animal enragé qui doit être abattu. Demain, nous reviendrons sur nos pas, nous retrouverons nos chevaux si possible, nous irons à Fort Collins et nous alerterons les autorités. Demain, acquiesça-t-elle. Puis, d'une voix plus douce, Samuel, malgré tout, les coupes de feu, la noyade évitée de justesse. Je ne regrette rien. C'est toujours mieux que la vie que j'ai laissée derrière moi. Il la serra contre lui, sentant les battements réguliers de son cœur contre sa poitrine. Tu es folle. Tu le sais, n'est-ce pas? Probablement, mais je suis libre. Elle leva la tête et trouva ses lèvres dans l'obscurité. Ils s'embrassèrent avec une passion désespérée, conscients de la proximité de la mort, de l'incertitude du lendemain. Lorsqu'ils se séparèrent, Samuel sentit un changement fondamental en lui. Il ne s'agissait plus seulement de protéger Elizabeth ou d'honorer un lien d'enfance. Il s'agissait d'un avenir, d'une vie ensemble.
S'ils pouvaient survivre pour le revendiquer, un bruit à l'extérieur les fit se figer. Des pas sur le gravier, prudents mais audibles. Samuel sortit son pistolet et poussa Elizabeth plus profondément dans la grotte derrière lui. « Je sais que vous êtes là. » La voix de Morrison portait dans l'air nocturne. « J'ai vu vos traces, je suis seul pour l'instant. J'ai envoyé mes hommes vous couper la retraite, mais je voulais en finir personnellement. » Samuel évalua leurs options. La grotte n'avait qu'une seule entrée. Morrison avait choisi son approche. Elle tomba. « Lâche-la, » tenta Samuel une dernière fois. « Prends-moi, mais laisse-la partir. » « Elle a eu sa chance d'être une veuve respectable, » dit Morrison. « Elle aurait pu te pleurer comme il se doit. Trouver un autre mari. Au lieu de cela, elle a choisi de s'enfuir comme une sauvage. Elle est aussi coupable que toi maintenant. » La main d'Élisabeth trouva celle de Samuel dans l'obscurité. Elle la serra fort, il la serra en retour. Une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. « Tu nous veux ?» cria Samuel. « Viens nous chercher. » Le rire de Morrison était sinistre. « Oh, je le ferai. Mais d'abord, je pense que je vais profiter de l'attente. Vous pouvez rester assis là toute la nuit à vous demander quand je vais frapper. Peut-être que j'attendrai l'aube, quand vous serez raidis par le froid. Peut-être que je vous débusquerai. Ou peut-être, sa voix se rapprocha. Peut-être que je vais simplement... » Le bruit d'un coup de fusil l'interrompit, suivi d'un bruit sourd. Samuel attendit, tous les muscles tendus. Puis une voix familière s'écria. « C'est Tom Brennan! Morrison est à terre! Vous allez bien là-dedans? » Samuel sortit prudemment et trouva l'ancien éclaireur de cavalerie debout au-dessus du corps inerte de Morrison, fusil à la main. 3 autres hommes de Pine Ridge se déployèrent derrière lui. « Tom, comment as-tu... » « Le Dr. Whitman m'a prévenu quand Morrison s'est échappé. Nous te suivons depuis 2 jours. Nous vous avons perdu de vue à la rivière, mais nous avons entendu le coup de feu tout à l'heure. » Brennan examina Morrison avec sa botte. Il est fichu. Une balle propre en plein cœur. Elizabeth sortit de la grotte, titubant d'épuisement. Ces hommes ont été capturés il y a 1 heure. Ils faisaient demi-tour quand nous les avons rattrapés. Brennan sourit. Il s'avère que toute la ville s'inquiétait pour vous deux. Ils ont même mis en place une récompense pour ramener Morrison. Mort ou vif, gardez-la, dit Samuel. Nous voulons juste rentrer chez nous. Chez vous? Brennan les regarda tour à tour. Vous voulez dire dans les montagnes? Elizabeth s'avança et prit Samuel par le bras. Malgré tout, ses vêtements déchirés, ses cheveux emmêlés, le sang et la saleté, elle se tenait avec une dignité tranquille. Oui, dit-elle simplement. Chez nous. La nouvelle de la mort de Morrison se répandit comme une traînée de poudre dans le territoire du Colorado. L'homme qui avait terrorisé Pine Ridge, qui avait bâti son empire sur la peur et la brutalité, avait disparu. Ses victimes commencèrent à parler. Les chauffeurs routiers qu'il avait escroqués, les concurrents qu'il avait ruinés, les femmes qui avaient souffert en silence. Les marshals fédéraux trouvèrent des preuves de crimes plus nombreux que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Samuel et Elizabeth retournèrent brièvement à Pine Ridge pour régler certaines affaires. La ville qui autrefois chuchotait derrière des portes closes les accueillait désormais à bras ouverts. Le juge Carlton lui-même présida l'audience qui les innocentait de toute responsabilité dans la mort de Morrison. Légitime défense claire comme le jour. Le juge déclara. Monsieur Hawkins et Madame Morrison, pardon, Mademoiselle Turner, fuyaient pour sauver leur vie devant un criminel en fuite. Affaire classée. Elizabeth avait légalement repris son nom de jeune fille, se débarrassant des derniers vestiges de son bref et terrible mariage, où elle se tenait dans la salle d'audience vêtue de ses nouveaux habits de pionnière, le bras en guérison dans une écharpe, mais la tête haute. Après cela, ils se rendirent au cimetière où reposait sa mère. Elizabeth s'agenouilla près de la simple pierre tombale et y déposa les fleurs sauvages qu'elle avait cueillies. Elle serait scandalisée, dit Elizabeth doucement. Sa fille avait choisi la vie sauvage plutôt que la civilisation, vivant sans être mariée avec un montagnard. « Cela vous dérange ?» demanda Samuel doucement. « Non, » répondit-elle en se levant et en époussetant ses genoux. « Ma mère a vécu toute sa vie selon les règles de la société. Et où cela l'a-t-il menée? Une fuite désespérée devant les dettes, des années de pauvreté distinguée, et finalement une mort solitaire dans une pension. J'ai fait un autre choix. Ils passèrent une nuit supplémentaire chez les Whitman, où la femme du médecin avait préparé un dîner d'adieu. La moitié de la ville semblait être venue leur souhaiter bonne chance.
apportant des cadeaux, des munitions, des conserves, des couvertures chaudes, des objets de pratique pour leur vie dans les montagnes. Vous nous avez donné de l'espoir, dit Madame Peabody, en mettant un paquet emballé dans les mains d'Élisabeth. Vous avez montré qu'une femme peut choisir sa propre voie. À l'intérieur se trouvait une magnifique courte pointe faite à la main, représentant des montagnes et des étoiles. Les yeux d'Élisabeth se remplirent de larmes. Merci pour tout. Tom Brennan arriva avec leurs chevaux récupérés, ainsi qu'une robuste mule de bas. J'ai pensé que vous auriez besoin d'une capacité de transport supplémentaire. Les garçons ont fait une collecte, leurs provisions dans ces sacs vous permettront de tenir jusqu'au printemps. Samuel était submergé par tant de générosité. Il avait vécu isolé pendant si longtemps. Il avait oublié la chaleur de la communauté. Nous ne pouvons pas accepter tout cela. Vous le pouvez et vous le ferez. Le docteur Whitman l'interrompit. Vous avez sauvé Pine Ridge de Morrison. C'est notre façon de vous remercier. Le lendemain matin, le temps était frais et clair, parfait pour voyager. Samuel et Elizabeth montèrent sur leurs chevaux, la mule de batte attachée derrière. Toute la ville s'était rassemblée pour leur dire au revoir, leur faisant signe et leur souhaitant bonne chance. Alors qu'ils s'éloignaient, Elizabeth jeta un dernier regard vers l'église où tout avait commencé. Puis elle se tourna vers les montagnes, qui se dressaient, bleues et éternelles, contre le ciel. « Aucun regret ?» demanda Samuel, reprenant sa question précédente. « Aucun !» répondit-elle fermement. « Rentrons chez nous. » Le voyage jusqu'à la cabane de Samuel dura 3 jours à travers une région de plus en plus sauvage. Élisabeth se montra courageuse, ne se plaignant jamais des sentiers difficiles ou des nuits froides. Elle apprit à lire les signes météorologiques, à se déplacer silencieusement dans la forêt, à aider à installer le campement avec une grâce efficace. Le 3e après-midi, ils franchirent une crête et Samuel désigna l'horizon. Là-bas, leur maison. La cabane se trouvait dans une prairie au bord d'un ruisseau cristallin, avec des pics imposants en arrière-plan. Elle était petite mais solide, avec une cheminée en pierre et des murs en rondins robustes. De la fumée s'élevait de la cheminée. Samuel avait demandé à un ami trappeur de veiller sur les lieux. « C'est parfait », murmura Elizabeth. Le vieux Pete apparut à leur approche, un large sourire illuminant son visage buriné. « Il était temps que tu reviennes, Sam, et avec de la compagnie, ajouta-t-il en saluant Elizabeth de la main. « Madame Pete Garrison à votre service. Merci d'avoir pris soin de la maison, dit Samuel en descendant de cheval. « Pas de problème. J'ai un bel élan qui sèche dans le fumoir. J'ai pensé que vous auriez besoin de viande. Je vais y aller maintenant. Je vous laisse vous installer. » Pete fit un clin d'œil à Elizabeth. « Vous avez besoin de quelque chose, madame? Ma cabane est à 2 vallées d'ici. Sam connaît le chemin. » Après le départ de Pete, Samuel fit visiter les lieux à Elizabeth. La cabane comprenait une pièce principale avec une cheminée, une petite chambre et une remise pour le rangement. Elle était spartiate mais propre, avec des meubles faits main et des pots pour se réchauffer. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » commença Samuel. Mais Elizabeth l'interrompit d'un baiser. « C'est la liberté, » dit-elle. « C'est la paix. C'est à nous. C'est tout ce qui compte. » Ils passèrent le reste de la journée à déballer leurs affaires et à organiser leur nouvelle vie. Elizabeth accrocha sa courte pointe au mur, ajoutant de la couleur à cet espace rustique. Elle rangea les provisions avec une efficacité qui impressionna Samuel, transformant son logement de célibataire en un véritable foyer. Ce soir-là, ils s'assirent près du feu et firent des projets pour l'avenir. Il y avait beaucoup à faire avant l'arrivée de l'hiver. Chasser, couper du bois, renforcer la cabane. Elizabeth aurait besoin de vêtements chauds et Samuel voulait ajouter une pièce avant l'année suivante. « Je t'apprendrai tout, » promit-il. « Le pistage, la chasse, quelles plantes sont comestibles, comment interpréter la météo, s'occuper des animaux. C'est une vie difficile, mais c'est une vie, » conclut Elizabeth. « Pas seulement une existence soumise aux règles de quelqu'un d'autre. Une vraie vie, dit-elle en se blottissant contre lui. Je veux tout apprendre. » Au cours des semaines suivantes, elle tint parole. Elle apprit à tirer avec une précision mortelle, à se déplacer dans la forêt comme une ombre. Elle savait dépecer un cerf, préparer les pots, identifier les plantes comestibles. La douce citadine se transforma en une partenaire compétente pour la vie dans l'Ouest. Mais plus que cela, elle apporta de la chaleur à l'existence isolée de Samuel. La cabane se remplit de ses rires, de ses chants pendant qu'elle travaillait. Elle racontait des histoires près du feu, lisait les quelques livres qu'ils avaient
créaient une civilisation dans la nature sauvage sans essayer de l'apprivoiser. Un soir, alors que les premières grosses flocons de neige commençaient à tomber, ils se tenaient ensemble, regardant les flocons danser dans la lumière déclinante. L'hiver est là, dit Samuel. Une fois l'école fermée, nous serons coupés du monde jusqu'au printemps. C'est ta dernière chance de changer d'avis. Elizabeth se retourna dans ses bras. Samuel Hawkins, quand comprendras-tu? Je suis exactement là où je veux être, là où j'ai choisi d'être. Même si nous ne sommes pas mariés, même si les gens trouvent cela inconvenant, laisse-les parler. Nous connaissons la vérité. Ce que nous avons est plus honnête que n'importe quel mariage forcé. Nous sommes partenaires par choix, pas par obligation. Elle sourit. Cependant, si tu voulais officialiser notre union, je ne m'y opposerai pas, mais seulement si c'est ton souhait, pas parce que la société l'exige. Samuel resta silencieux un instant, puis se dirigea vers son coffre. Il en sortit une petite pochette en cuir et revint vers elle. J'attendais le bon moment, dit-il en ouvrant la pochette pour révéler deux simples alliances en or. Je les ai achetées à Pine Ridge avant notre départ. Pete n'est pas seulement un trappeur. Il est également pasteur ordonné depuis son passage dans l'armée. Si tu es d'accord, les yeux d'Elizabeth se remplirent de larmes. Oui, oh oui. 3 jours plus tard, alors que la neige tombait abondamment dehors, Pete Garrison célébra une cérémonie simple dans leur cabane. Tom Brennan avait fait le voyage pour être témoin, accompagné de sa femme Martha, qui avait insisté pour venir malgré le temps. Elizabeth portait sa plus belle robe en laine et avait des fleurs sauvages dans les cheveux. Samuel avait taillé sa barbe et enfilé sa chemise la plus propre. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était leur choix, fait librement, accepté de plein gré. Samuel, voulez-vous prendre cette femme pour épouse et rester à ses côtés quoi qu'il arrive dans ces montagnes? Oui. Et toi, Elizabeth, acceptes-tu de prendre cet homme pour époux afin de construire une vie avec lui dans cette région sauvage? Je l'accepte. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Colorado et le Tout-Puissant, je vous déclare mari et femme. Ils s'embrassèrent sous des acclamations de leurs amis, et Martha sortit un gâteau qu'elle avait réussi à transporter malgré la neige. Ils firent de la fête toute la nuit, partageant leurs histoires et leurs rêves, tandis que la tempête enveloppait la cabane d'un cocon blanc. Lorsque les invités finirent par partir, promettant de revenir au printemps, Samuel et Elizabeth se tinrent ensemble sur le pas de leur porte, regardant la neige tomber sur leur royaume de sommets et de pins. Plus besoin de fuir, dit Samuel doucement. Plus besoin de se cacher, juste vivre ensemble, ajouta Elizabeth en entrelaçant ses doigts avec les siens, comme cela aurait dû être depuis le début. Peut-être que tout s'est passé exactement comme il le fallait, réfléchit Samuel. Nous devions tous deux grandir pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce garçon et cette fille du Missouri n'étaient peut-être pas prêts pour cela, mais nous le sommes maintenant. Elizabeth se blottit contre lui, et nous avons le reste de notre vie pour rattraper le temps perdu. À l'intérieur de la cabane, le feu crépitait chaleureusement. Dehors, la vaste étendue sauvage s'étendait à l'infini sous son manteau de neige. Et entre les deux âmes qui avaient parcouru un long et difficile chemin pour se retrouver, créèrent leur propre monde, fondé sur le choix, le courage et le genre d'amour capable de survivre à tout. Les montagnes étaient les témoins de leur joie, ancienne et éternelle, promettant que certaines choses, comme l'amour véritable et la liberté, valaient n'importe quel prix. Dans les années à venir, d'autres colons parleraient de la maison des Hawkins avec admiration et une pointe d'envie, non pas pour leur richesse matérielle, qui était modeste, mais pour le bonheur évident qui rayonnait de leur simple cabane, le partenariat qui les rendait plus forts ensemble qu'à part. Ils eurent finalement des enfants robustes des montagnes qui grandirent libres et intrépides. Ils surmontèrent les tempêtes et les sécheresses, les périodes de vaches maigres et d'abondance. Ils vieillirent ensemble dans leurs prairies, sans jamais regretter le choix fait dans l'extrême difficulté qui devint le fondement d'une vie de bonheur. Et parfois, lors de soirées tranquilles, Elizabeth regardait Samuel et lui disait « Me reconnais-tu, homme des montagnes? J'étais ta voisine d'enfance. » Il souriait et répondait « Je te reconnais. Tu es mon cœur, mon foyer, mon éternité. » La nature sauvage les avait réunis, mis à l'épreuve et finalement bénis d'un amour aussi durable que les montagnes elles-mêmes. Sauvage, libre et absolument vrai.
Merci d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. D'où nous écoutez-vous aujourd'hui? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de partager ce qui vous a touché dans le parcours de Samuel et Elizabeth. Vos commentaires et vos expériences rendent notre communauté narrative unique.